la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi, Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans ce nouvel épisode, Ophélie Doireau s'interroge sur l'importance de la transmission culturelle, notamment sur la transmission de la culture métisse. Que se passe-t-il quand on se retrouve forcé de cacher une part de son identité ? Imaginez, pendant des années, vous avez pensé savoir qui vous étiez, d'où vous veniez. Et finalement, vous découvrez toute une nouvelle facette de votre histoire, de qui vous êtes. Au Canada, le gouvernement fédéral a pratiqué des politiques d'assimilation sur les autochtones pendant plusieurs décennies, en cherchant à rompre le lien avec leur culture et leur identité. Depuis la publication du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation en 2015, des initiatives se mettent en place partout au pays pour faire revivre ces cultures autochtones. Mais est-il possible de se réapproprier une culture qui a pendant longtemps été effacée, reniée ? Pour le savoir, nous avons rencontré 2 franco-métis directement concernés. Attention, cet épisode contient des témoignages qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. J'ai appris que j'étais métisse juste avant de rentrer au grade 1 à l'école. Donc, j'avais environ 6 ou 7 ans. Et puis, je me souviens parce que ma mère me présentait ça un petit peu sous guise de secret de famille. Elle croyait que c'était important que je le sache, mais elle m'a aussi conseillé en même temps de ne pas partager ça avec tout le monde parce que dans ses mots, um, not everyone would think it was a good thing. C'était un message que pour elle, elle avait reçu de son père. Il faut savoir que la définition de métis varie d'un bout à l'autre du Canada. Au Manitoba, les métis sont les descendants d'union entre les Premières Nations et les voyageurs venus pour la traite des fourrures. Jeannette, que vous venez d'entendre, est l'une de ces fières métisses de la Rivière-Rouge. C'est le côté de ma mère et plus spécifiquement le côté de son père, qui vient des familles Charette, Gosselin et Sans Regret de Saint-Norbert. Et puis les Charrettes sont les mieux connus de la bunch parce que il y avait Guillaume Charette qui était un vieux raconteur, puis il était aussi à la radio. Et puis parce qu'ils sont aussi mentionnés, les Charrettes, plusieurs fois dans le récit de Louis Goulet. Alors, dans l'espace de Louis Goulet, il parle souvent de la famille Charette. Puis ce sont pas mal tous des frères de mon arrière-arrière-grand-mère. Mes ancêtres Charette étaient présents à la Borrière. Et puis, au moins 2 d'entre eux ont témoigné de l'exécution de Thomas Scott. Et puis, ils sont tous les 2 dans les journaux de l'époque en train de faire des témoignages contre Ambroise Lépine, sans trop de détails. Ils ne voulaient pas vraiment témoigner contre lui, mais apparemment, c'était obligé. Et puis, ils se sont aussi battus à Batoche, sur le côté métis, bien sûr. Le premier charrette à s'installer dans les environs de la Rivière-Sale était un Jean-Baptiste Charette, qui était engagé par la Compagnie du Nord-Ouest comme charpentier. Et puis, il s'est marié à la façon du pays avec Charlotte Sans Regret, qui était une femme assiniboine. Je sais beaucoup plus à propos des Charrettes que la ligne Gosselin, mais je sais que la ligne Gosselin, eux aussi, ils ont une souche assiniboine et qu'ils se sont mariés avec des Saint-Germain, des Lafronaises et des Cires, toutes de Saint-Norbert. On voit qu'aujourd'hui, Jeannette en sait énormément sur son héritage et sur son identité métisse.
Ce sont des années de recherche qui lui ont permis d'en découvrir davantage. Mais en quoi est-ce important de connaître cette part de notre identité? Pourquoi transmettre notre culture? Et d'ailleurs, comment transmettons une culture? On en a discuté avec la docteure Sabine Choquet, titulaire d'un doctorat en sciences humaines et sociales et chercheuse permanente au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté à l'Université du Québec à Montréal. Il y a de multiples façons de transmettre sa culture, traduit par la tradition orale, c'est-à-dire les récits qu'on va raconter à son enfant, les histoires, les contes. Ça peut être aussi par le biais des jeux, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça va s'étendre à la manière de manger, de s'habiller, de penser des parents, leur système de valeurs ou de croyances. Et cette tradition culturelle, elle peut même se transmettre par des objets que les parents vont transmettre ou des livres qu'ils ont conservés de eux-mêmes, de leur famille ou de leur pays. Donc, cette transmission, elle se transmet de multiples façons et elle est assez importante pour la construction de l'enfant parce que ça lui permet vraiment de comprendre d'où il vient et de se situer par rapport aux autres dans la nouvelle société où il arrive. Dans le cas où il y a pas cette transmission, l'enfant, il peut ne pas nécessairement comprendre la différence qui va le distinguer des autres. On a aussi rencontré Janelle. Elle aussi a découvert tardivement son identité métisse et n'a pas tout de suite compris ce que ça voulait dire. Ma mère s'appelle Cécile, née Chouinard, mais Cécile Saint-Amand. Elle est née à Saint-Pierre il y a assez longtemps, je ne vais pas le dire, je ne vais pas révéler son âge. Mais disons elle a été élevée dans les années 30 et 40 à Saint-Pierre, ce qui était un moment dans notre histoire où être métisse, c'était pas quelque chose à être fier. Tu sais, elle a été élevée avec une certaine honte par rapport à ses racines autochtones, comme les autres de sa génération. Alors, évidemment, quand elle a eu ses propres enfants, elle leur a pas dit hey, on est métis, puis soyons-en fiers. Et puis ma mère, elle parlait le métis, puis puis ça, comme, c'était vraiment pas discuté, c'était un secret jusqu'aux années 80, quand mon grand cousin Jean-Paul a fait des découvertes et a commencé à creuser un peu dans notre histoire et en a parlé plus à mon père qui a révélé le grand secret que oui, on avait des racines métisses. Cette rupture de transmission, elle peut arriver dans le cas où où les parents, ça dépend beaucoup du rapport que les parents ont à l'égard de leur propre culture, mais dans le cas où il y a une rupture de transmission, c'est souvent les parents n'en parlent pas ou ressentent de la honte à l'égard de leur propre héritage culturel ou religieux. Ça pose souvent des difficultés pour les enfants de deuxième ou troisième génération parce que ils vont essayer de chercher à combler ce trou, en fait, cette lacune. Et dans ce cas-là, ils essayeront de reconstituer artificiellement ce patrimoine qui n'a pas été transmis. Donc, dans certains cas, cette quête, elle peut être bénéfique et je dirais bien se passer et la personne peut réussir à reconstruire ce patrimoine, mais elle se trouve quand même assez fragilisée et c'est là qu'il peut y avoir des phénomènes de mauvaise compréhension de la culture d'origine ou de la religion. La honte. C'est un sentiment que plusieurs métis ont vécu, car souvent jugés par d'autres en raison de leur langue, de leur apparence ou encore de leurs croyances. Jeannette en est bien consciente. C'est ce que sa mère lui a raconté. Quand elle revendiquait son identité métisse ou bien quand c'était révélé, il y avait beaucoup de... Ça pouvait provoquer des réactions négatives de gens non métis. Et en particulier, le côté de mon père, comme évidemment, mon père était OK qu'elle était métisse, mais sa mère et puis ses sœurs lui avaient dit des choses pas mal cruelles à cause de son ascendance. Et puis je pense que c'était aussi pas la seule fois que ma mère a subi ça. Je me souviens que plus spécifiquement, ma grand-mère voulait pas qu'elle hérite d'une bague qui l'appartenait parce que, à son avis,
ça devrait pas être porté par quelqu'un qui avait du sang sale ou souillé. Et puis, je sais aussi que les sœurs de mon père, à cause qu'elle était métisse, ils croyaient qu'elle était aussi d'une famille très pauvre. Et puis, c'est vrai que la famille de ma mère avait pas beaucoup d'argent, mais quand même, ils étaient pas pauvres, 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 là. Mais tout de suite, quand les parents de mon père ont décédé, les sœurs de mon père, ils essayaient de protéger l'héritage de leur famille. Ils voulaient pas vraiment qu'une tu vas m'excuser le terme là, mais ils voulaient pas vraiment qu'une sauvagesse hérite de leur argent. Et le fait de devoir cacher sa culture à cause du sentiment de honte ne peut qu'amplifier la rupture de la transmission, comme l'explique Sabine Choquet. Oui, effectivement, cette rupture de la transmission, elle peut vraiment être préjudiciable à la personne et à l'image qu'elle a d'elle-même. Après, il y a quelque chose de plus compliqué aussi dans le cas des autochtones, c'est que toutes les cultures évoluent de manière assez naturelle en fonction de l'évolution du contexte, mais aussi des outils de communication, des manières de vivre. Et donc, à la fois, il y a eu des traditions culturelles qui ont disparu pendant des années en relation avec la colonisation, mais aussi aujourd'hui, le contexte dans lequel vivent les autochtones, leur manière de vivre a changé. Le simple fait de ne plus vivre de manière traditionnelle, je donne un exemple, la fabrication de kayaks de manière traditionnelle ou de certains objets, bah de fait, ces traditions vont être perdues pour les personnes qui ne vont plus pratiquer ces activités traditionnelles. Donc, on peut à la fois se dire que c'est très important de se réapproprier ces traditions et en même temps, je dirais que naturellement, toute culture évolue et il y a nécessairement certaines traditions qui se perdent ou qui ont pour vocation de disparaître, tout simplement parce qu'on utilise des moyens de communication qui sont différents. Quand on est passé, par exemple, de la parole à l'usage du papier ou quand on passe à la télévision, à l'avènement de l'Internet, on sait que les médias vont vraiment façonner notre relation au monde et que le simple fait d'avoir une évolution des technologies de communication, comme le montrait d'ailleurs McLuhan, ça va forcément modifier des pans de la culture. Et ça s'applique pas seulement aux autochtones, ça s'applique à toute culture. Donc, je dirais que oui, le fait de se réapproprier des pans de la culture, c'est extrêmement important pour l'image qu'on a de soi-même, sur sa dignité, etc. Et en même temps, il y a des traditions qui, de fait, sont amenées à disparaître. Toute culture qui s'est sentie dévalorisée par la culture majoritaire, les personnes ont tendance à vivre leur culture ou leur tradition comme une espèce de honte. Et cette honte, ils vont la transmettre à leurs enfants. Et effectivement, ça peut créer des ruptures de transmission, mais ça peut aussi faire en sorte que l'enfant se construit avec ce sentiment assez confus de ne pas être vraiment légitime et de devoir se cacher, et ça crée des phénomènes d'autodévalorisation qui sont évidemment extrêmement dommageables pour l'enfant lui-même, sa construction, son devenir, puisque toute personne doit être fière de ses origines. Donc ça, c'est évident que cette honte, puis cette rupture de transmission, en ce sens-là, elle est extrêmement dommageable à la personne et à son évolution future. Bien qu'elle ait découvert son identité métisse dans sa jeunesse, ce n'est qu'à l'âge adulte que Jeannette a décidé d'en apprendre plus sur sa culture. Alors à 22 ou 23 ans, puis il faut dire que je suis pas ici, d'une manière professionnelle aujourd'hui, mais j'ai commencé à faire du travail dans les archives à 22-23 ans. Puis tout d'un coup, j'avais beaucoup d'accès à beaucoup d'informations historiques et culturelles ayant à faire avec les métis. Puis je retrouvais des photos de famille que j'avais jamais vues dans les archives. Puis je retrouvais des histoires de famille que j'avais jamais entendues dans les archives. Alors là, j'ai commencé à vraiment, en faisant la recherche généalogique pour les autres, à explorer ma propre généalogie, puis aussi ma propre histoire de famille. Et c'est un élément similaire dans l'histoire de Janelle. C'est au début de sa carrière qu'elle s'est rapprochée de son identité métisse.
Quand j'ai été jeune adulte, j'ai eu une opportunité de travailler avec APTN, Aboriginal People's Television Network. Hem, et puis, parce que j'étais métisse. Et puis, c'était la première fois où j'avais une opportunité à cause que j'étais métisse. J'en connaissais un peu, mais à mon avis, à ce temps-là, pas assez pour pouvoir confortablement, hem, me lancer dans ce projet-là. Alors, c'est à ce moment-là où ce que j'ai commencé à faire, à essayer de m'éduquer et puis de développer un sens, d'appartenance dans mon identité autochtone, à et puis ça a grandi de là. Après des années d'effacement culturel, Sabine Choquet indique à quel point tenter de se réapproprier une culture est un chemin complexe. Ces phénomènes de réappropriation, je dirais ils existent. Enfin, là, on le voit par exemple dans le cas des autochtones, mais on le voit aussi vis-à-vis des pays africains. En fait, suite à la colonisation, il y a eu des objets artistiques qui ont été pris en fait par les colonisateurs. Et il y a eu vraiment des pertes, en fait, comme je disais, de tradition, du fait justement de la honte, de la dévalorisation, ou même de l'interdiction de parler sa langue et de pratiquer ses activités traditionnelles. Donc, ensuite se pose la question de la réappropriation. Je pense que c'est très important pour réacquérir de la dignité, une image positive de soi-même. Donc ces phénomènes sont de fait importants et en même temps, comme j'ai dit, il y a certaines traditions qui sont difficiles à se, euh, à se réapproprier dans la mesure où elles feront plus sens dans le monde contemporain dans lequel on vit. Donc, il n'y a pas de règle générale pour ça. Le phénomène de la réappropriation des traditions me semble très important pour qu'il n'y ait pas de rupture et pour comprendre d'où on vient et redonner de la fierté à la culture d'où on venait. Et en même temps, il y a quand même des traditions qui seront amenées à se perdre. Ben, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être en se familiarisant avec la culture de ses ancêtres, en essayant de voir les récits, l'histoire, les traditions, les manières de vivre qui les ont façonnés. Ça peut être aussi un mouvement soit communautaire, donc d'une communauté qui se réapproprie, soit un mouvement individuel d'une personne qui va vraiment ressentir le besoin de se réapproprier cette culture. Et je dirais que là, il y a une part quand même assez subjective et individuelle parce que les individus n'ont pas tous la même relation à leur culture d'origine. Euh, et là-dessus, il n'y a pas beaucoup de règles générales, en fait. Il y a des gens qui vont ressentir vraiment le besoin de de retrouver une stabilité et des repères en se réappropriant toute la culture de leur famille, de leurs ancêtres parce qu'ils se sentent dévalorisés. Il y a d'autres personnes, au contraire, où on aura l'impression que ils s'en sont complètement éloignés ou coupés, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y reviendront pas. Et d'ailleurs, on le voit dans les phénomènes des mariages mixtes. Parfois, il y a des personnes, c'est assez drôle, qui se marient avec une personne d'une autre culture. Et au bout de 15 ans, ils vont dire mais je la reconnais pas du tout, je ne la comprends pas du tout, parce qu'en fait la personne quand ils se sont rencontrés, elle s'était profondément éloignée de ses traditions, des croyances traditionnelles, etc. Et souvent le fait de reconstruire une famille, la personne se souvient en fait spontanément des récits, des histoires, de la manière dont elle a été élevée. Et elle peut tout à fait se réancrer et se réapproprier beaucoup plus fortement, notamment après le décès de ses parents ou ce type d'événement. Elle peut se réapproprier des pans entiers de sa culture d'origine et ça peut créer justement des incompréhensions dans des couples mixtes. Un véritable besoin de se reconnecter à la culture de leurs ancêtres. C'est ce qu'ont ressenti Jeannette et Janelle. Toutes deux avaient l'impression d'avoir perdu quelque chose en ne connaissant pas leur culture métisse. Jeannette raconte ce manque. Je pense que j'ai manqué quelque chose en devant cacher ma culture métisse. J'ai réalisé par après, que j'avais probablement plusieurs camarades de classe qui étaient métis aussi, mais parce que
moi, j'en parlais pas, puis eux non plus. On n'a jamais fait la connexion. Alors, ça m'a vraiment privée d'une opportunité de mieux connaître ma communauté en développant des amitiés et des liens avec d'autres personnes métisses. Hem, et puis, c'est un peu triste parce qu'on aurait pu, comme tout au long de mon enfance, j'aurais pu explorer mes traditions, et puis mon identité culturelle en partageant mes connaissances et des traditions puis les histoires de famille avec d'autres gens métis. Et puis, parce que tout le monde était hésitant de se dévoiler, j'imagine, hem, on était gardés séparés l'un de l'autre. Alors, pour moi, ça m'a privé d'un sens de communauté. Puis, c'est au tour de Janelle. Quand on découvre un morceau de notre identité, de notre héritage, quand on a même 10 ans, on pense que c'est jeune, mais tu quand on a manqué ces premières années de nos vies, et puis même, c'était seulement à 20 ans que je me suis vraiment, commis à mieux connaître mon identité. On perd, la chance d'avoir ça au fond, 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 fond du cœur. On perd la chance de vraiment peut-être pouvoir sentir ça dans le fond de nos tripes, de la même façon que, que je me sens dans le fond de mes tripes, que je suis fière francophone, whatever. Mais ça veut pas dire que ça va pas, venir quand j'ai 50 ans, je sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose de différent pour les gens qui apprennent ça plus tard dans la vie. Puis j'en ai parlé avec plusieurs qui ont ce sentiment de questionnement par rapport à OK, j'ai découvert que j'ai des souches métisses, mais est-ce que je peux me dire fière métisse? Je sais pas, je sais pas comment je me sens, de ce gros mot-là, autochtone. Est-ce que je peux me dire autochtone parce que j'ai seulement appris ça plus tard? Et puis, je pense que c'est bien. Je pense que c'est responsable d'avoir ces questions-là et puis de mettre le travail dans cette reconnexion avec ton identité, plutôt que de tout simplement découvrir, sur un morceau de papier qui vient d'il y a 120 ans et puis, de revendiquer une identité sans en savoir, qu'est-ce que ça importe. Alors, pour moi, c'est pour ça que ça a été important de participer à la communauté. Et puis, en tant que réalisatrice et productrice avec mon frère Jérémy à Wookie Films, on parle vraiment beaucoup, surtout dans les premières années, d'histoires métisses. Et puis, on a eu la chance de raconter des histoires au sujet des métis, ce qui a été vraiment une super belle opportunité. Et pour parvenir à cette réappropriation, à cette reconnexion à sa culture, il faut se doter d'une multitude de ressources. Jeannette et Janelle l'ont expérimenté, chacune à leur manière. Pour Jeannette, c'est une question de connexion, de partage et de nature aussi. J'ai seulement réussi à vivre ma culture pleinement lorsque j'ai cessé de traiter mon identité comme un secret. Maintenant, presque tout le monde que je connais sait que je suis métisse. Like, I will tell anybody who will listen. Mais, et puis de cette façon-là, la façon d'être ouverte avec mon identité, ça me permet de faire des connexions avec d'autres personnes autochtones. Et puis ces connexions-là que j'ai réussi à faire, parce que je suis ouverte avec mon identité, m'apportent des nouvelles connaissances et des nouvelles expériences, puis des nouveaux amis. Puis ça me donne l'occasion de partager mes propres connaissances aussi. Pour moi, ça veut dire faire partie de sa communauté, s'entourer de gens qui partagent mon identité, s'entraider, transmettre nos connaissances entre nous, apprendre des autres. Ça veut aussi dire s'informer sur notre histoire en reconnaissant que la culture est pas stagnante et peut évoluer. Et puis, ça veut dire explorer nos traditions et nos langues et nos arts et nos activités traditionnelles et de créer des relations respectueuses et réciproques avec les gens et l'environnement autour de nous. Alors, une chose que moi, je commence à faire, si je commence à m'informer plus sur comme les plantes et les plantes naturelles de la région. Je viens d'acheter une maison en octobre, puis la première chose que je veux faire ce printemps, c'est de enlever toute la pelouse et puis de planter un jardin de fleurs et de plantes indigènes, tu sais? De comme redonner la terre à son état naturel ou à l'état qu'elle devrait être dedans. J'essaie aussi de m'informer sur, comment faire la cueillette d'une façon respectueuse aussi. Alors, je fais la cueillette de bleuets, de fraises, de framboises, de sauge, de thé labradorien, et puis, d'autres plantes aussi que je fais des fois,
ben, je fais toutes sortes de choses avec. Des fois, je fais du jus ou des tartes ou bien des crumbles ou bien des sirops ou bien des fois, je fais des baumes, ou des salves. Alors ça, c'est une des activités que j'aime faire. J'aime aussi, visiter les vieilles places qui sont significatives pour ma famille puis mon histoire, puis j'aime passer du temps dans la nature. Alors ça, c'est toutes des façons de reconnecter à la culture. Hem, mais il y a aussi une autre partie, puis ça, c'est, d'honorer nos ancêtres et puis ça fait affaire avec se souvenir d'eux puis de transmettre leur histoire, mais je crois vraiment qu'on porte toujours nos ancêtres avec nous et puis, c'est important de continuer à reconnaître leur contribution et puis de mettre en valeur leur histoire. Dans la vie de Janelle, la voie professionnelle a été un véritable chemin de découverte identitaire. J'ai ma carrière à remercier pour le fait que j'ai pu me reconnecter à ma culture. Hem, Grâce à ma carrière, j'ai pu produire et réaliser, des productions avec mon frère Jérémy, qui portaient presque uniquement sur les métis. Dans les premières années, c'est surtout ça qu'on a exploré. C'était dans un certain sens égoïste de notre part parce qu'on voulait, explorer les histoires métisses pour notre propre bien et puis pour notre propre, nos propres raisons. Mais ça tombait bien parce que c'était aussi quelque chose qui était voulu et qui était demandé par le public, surtout dans ces temps-là. Alors, je dirais vraiment que moi, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir développer une connexion à ma culture à travers de ma carrière, en racontant ces histoires-là et en rencontrant des aînés métis, des gens de la communauté, et puis aussi en racontant des histoires de Premières Nations. On a eu la chance de faire un film, Treading Water, et puis A Right to Eat. C'était deux grands films qui ont porté sur des issus de nos cousins, les gens des Premières Nations. Et puis ça aussi, c'était mes expériences de pouvoir connecter avec des communautés Premières Nations, je, je, je comprends à un autre niveau ma connexion à ma culture métisse parce que je me sens chez moi dans ces communautés-là aussi. Et puis j'apprécie toujours ces occasions-là. Et dans ce chemin vers la réappropriation de sa propre culture, Jeannette et Janelle se sont confrontées au regard des autres. On leur a alors demandé si elles se sentaient légitimes aux yeux de leur communauté. Jeannette, puis Janelle, y répondent. C'est une question un petit peu drôle parce que parmi les métis, oui, absolument. Comme soit que c'est un événement de la MMF ou de l'Union nationale, I fit right in. C'est pas un problème. C'est plutôt euh, dans des contextes non métis que j'ai de la misère. Alors, dans un contexte d'événement de la MMF ou l'Union nationale, j'ai pas besoin d'expliquer qui on est comme nation. J'ai pas besoin d'expliquer notre légitimité comme peuple autochtone, ni la diversité de notre nation métisse. Mais parmi les non-métis, c'est beaucoup moins accepté. Je trouve que, selon mon expérience, les non-métis me demandent plus d'explications parce qu'ils comprennent pas pourquoi les métis sont reconnus comme autochtones. Et puis, ils ont peut-être leur propre idée en tête de ce que ça veut dire d'être métis ou de quoi une personne métisse devrait avoir l'air. Et puis, si tu conformes pas à ce qu'ils imaginent, ils questionnent ton identité. C'est une question tu sais, qui peut nous mettre mal à l'aise. Mais il y a ce syndrome d'imposteur qui existe dans notre communauté, surtout pour ceux qui ont seulement découvert leur souche métisse plus tard dans la vie. Tu sais, comme j'ai parlé de, tu sais, OK, tu découvres que tu es métisse, mais là, est-ce que tu as le droit de le dire? Est-ce que tu Mais pour moi, ce syndrome-là, c'est un symptôme de colonialisme. Je pense que euh, c'est on avait des arrière-grands-parents qui étaient très, très, très fiers métis et qui se sont battus pour leur culture et qui en ont souffert par la suite. Et puis, pour moi, cette souffrance se poursuit quand on choisit de ne pas se dire métis et quand on choisit de se dire: «Oh, tu sais, c'est peut-être pas correct». Mais non, revendiquons-les, apprenons, éduquons-nous
et qu'on reprenne le flambeau. Sinon, what's the point? So, pour moi, je me sens très fort par rapport à ça. Et puis, j'en parle avec beaucoup de gens. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont de différentes opinions et qui se sentent différemment d'une personne à l'autre. Et puis, je pense qu'il y a une certaine spiritualité qui rentre là-dedans. Il y a de l'histoire, il y a des issues de famille. C'est très compliqué, l'identité. C'est pas juste les métis, mais pour tout le monde. Mais quand ça vient à la revendication d'une culture, d'un héritage qui nous a été pris par, par vouloir de protection, je pense que c'est important qu'on poursuive, qu'on fasse nos recherches et qu'on, comme j'ai dit, reprenne le flambeau de nos ancêtres qui auraient été fiers et qui en ont souffert. En effet, dans le cas des Métis du Manitoba, le sentiment de légitimité est encore plus important. On a posé la question à Sabine Choquet pour comprendre comment on fait pour concilier en interne la culture d'un colonisateur et celle d'un colonisé. Mais le problème du métissage, il est principalement dû au regard que les autres portent sur nous-mêmes. Souvent, le regard dévalorisé qu'on va avoir sur le métissage, c'est le fait d'avoir du mal à se situer, c'est-à-dire ni dans une culture ni dans l'autre. Et on va se sentir dans un espèce d'entre-deux et ça peut créer des sortes de crises de dépersonnalisation, mais qui sont aussi en grande partie intégrantes dû au regard que l'autre porte sur nous-mêmes, parce que les gens socialement ont des espèces de catégories sociales, ils ont besoin de ranger les gens dans des catégories et dans des cases. Et ça pose des problèmes pas seulement du point de vue culturel, ça pose des problèmes aussi au niveau des personnes qui ont des sexualités qui sont par exemple bisexuelles ou ce genre de choses. En fait, toutes les personnes qui ne répondent pas à des catégories simples et qui se retrouvent dans des phénomènes d'entre-deux, ils vont vivre un regard stigmatisant, dévalorisant de la part des deux communautés. Ils pourront se sentir rejetés et dévalorisés. Ils pourront avoir du mal à trouver leur place. Donc, je pense que le phénomène du métissage, cette difficulté en fait que ressent l'individu, elle est aussi beaucoup liée au regard que la société porte sur le métissage et a porté sur le métissage aussi dans le passé. Cette absence de légitimité, une personne issue de l'immigration, elle va la ressentir aussi, une personne métisse également. C'est-à-dire que si elle fait le mouvement de se réapproprier sa culture d'origine, soit en retournant par exemple dans une communauté ou en retournant dans son pays d'accueil, elle va ressentir un décalage, elle va pas se sentir légitime parce qu'elle va ignorer des pans entiers en fait de traditions, des manières de vivre, et ça va être compliqué. C'est pour ça que j'ai abordé le cas dans le fait de se réapproprier sa culture. Ce qui peut se produire, c'est que ça peut être bénéfique, mais ça peut être un parcours qui est compliqué parce qu'il dépendra beaucoup du regard que les autres personnes qui partagent la même culture porteront sur nous-mêmes. Est-ce qu'on se sentira intégré à l'intérieur de ce groupe, de cet ensemble? Est-ce qu'on va se sentir légitime? Est-ce qu'on va trouver sa place? Ou est-ce qu'au contraire, on va se sentir exclu et ne pas se sentir faire partie de ce groupe? Malgré les questionnements, qu'ils soient personnels ou venant des autres, la prise de conscience de leur culture n'a fait que renforcer l'identité de Jeannette et de Janelle. Sabine Choquet explique ce revirement. Le fait que certaines personnes nourrissent un sentiment de nostalgie à l'égard de leur culture d'origine, ça peut aussi être dû justement au regard assez péjoratif que les autres personnes portent sur sa culture. Dès qu'on se sent en fait attaqué ou dévalorisé, je dirais que c'est un peu ce que disait Amin Mahalouf dans les identités meurtrières. Il disait finalement, plus on se sent attaqué dans son identité et plus on va avoir tendance à la défendre et à la brandir. Et c'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup sur la réciprocité de la relation.
Parce que souvent, on comprend le parcours d'une personne quand on comprend aussi les interactions que cette personne a eues à l'intérieur du pays où elle arrive. Et quand cette personne vit des expériences de dévalorisation, de stigmatisation de sa culture, bah ça va à l'inverse devenir de plus en plus difficile pour elle parce qu'elle aura tendance à réaffirmer sa culture et ça pourra vraiment provoquer des tensions et des conflits qui n'auraient pas existé si elle n'avait pas vécu ces expériences de rejet ou de stigmatisation ou de dévalorisation. Donc, je pense effectivement que c'est très important euh, pour se construire de manière apaisée dans un pays d'accueil, de se sentir accueilli et de pas se sentir dévalorisé. Très souvent, la culture, elle est de l'ordre de l'affectif, du ressenti. Enfin, elle nous constitue tout simplement sans qu'on ait nécessairement conscience de ce qui nous constitue. Mais le fait de comprendre et de savoir d'où on vient et d'avoir conscience de ses racines culturelles, de ses croyances, de ses traditions, ça permet souvent de mieux se situer par rapport à l'autre dans ses interactions. Une personne qui comprend sa culture d'origine, elle aura plus de facilité à se mouvoir dans le monde social et aussi à accepter les différences, tout simplement parce qu'elle saura que deux personnes peuvent venir d'horizons différents et ça va atténuer finalement les risques de confrontation ou les sentiments de solitude ou l'impression de la personne de ne pas être compris ou de détenir une vérité mais qui n'est pas partagée, puisqu'elle sera plus consciente de ce qui la constitue et de ce qui peut constituer les autres. Donc, je pense que oui, c'est important d'avoir conscience en tout cas de ce qui nous constitue. Pour Jeannette, c'est important de transmettre l'histoire et les valeurs de ses ancêtres pour plusieurs raisons. Pour moi, il y a 2 grandes choses. J'ai beaucoup d'accès à l'information, hem et puis des documents, puis, hem, l'histoire des métis. Alors pour moi, je pense que j'ai une responsabilité de le faire pour moi-même et pour ma communauté. Mais l'autre chose, c'est que vivre sa culture pleinement puis ouvertement, a un effet réparateur. Alors quand on s'efface notre identité ou quand on se cache qui on est vraiment, il y a un genre de vide qui se produit à l'intérieur. Il y a un sens de séparation, d'isolement, de suppression, une coupure d'esprit ou une perte même. Alors pour moi, c'est pas un choix, c'est essentiel de le faire. Ma mère a vécu dans une période de temps où on pouvait vraiment pas revendiquer notre identité de la même façon. Maintenant, on peut être beaucoup plus ouvert avec notre identité et notre fierté est une preuve de résilience. Hem, je veux aussi clarifier que ma famille a jamais eu honte de notre identité. C'est plutôt C'était plutôt un choix de garder l'identité privée, pour se préserver et se protéger. Mais en même temps, je suis vraiment hyper consciente que pas toutes les métisses ont ce choix et puis qu'il y a des métisses qui sont en minorité visible, qui ont pas le privilège de pouvoir se dissimuler pour échapper à la discrimination. Tout comme Jeannette, Janelle a décidé de vivre pleinement son identité métisse en la revendiquant fièrement, à contrario de sa mère, qui, elle, a dû la vivre en cachette. Et d'ailleurs, Janelle est bien déterminée à transmettre cette fierté à ses enfants. Ma connexion à ma culture, oui, est beaucoup plus forte que celle de ma mère, probablement. Hem et puis, je sais pas s'il y a quelque chose vraiment qui est perdu pour elle là-dedans, mais je pense que c'est plutôt comme moi, j'ai acquis quelque chose d'extra pour moi et puis, espérément pour mes enfants aussi. Je leur dis souvent qu'ils sont métis, et puis ma plus vieille a 5 ans, puis c'est la seule qui a un peu saisi qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est encore flou. On est encore un peu comme dans le folklore de l'affaire, mais tu sais, de temps en temps, je vois en elle des petits signes que, tu sais, elle a bon ben du sang métis. Quand elle joue au tambour et puis la façon qu'elle parle à propos de ses amis et puis sa communauté, hem,
je sens qu'elle a cet esprit-là. Et puis, quand je vois ces petits sparks-là, j'essaie de l'encourager. Et puis, des fois, je lui fais rappeler, ah, ça, c'est peut-être parce que t'es métisse que t'es comme ça. Alors, pour moi, j'espère que eux, en ayant cette connaissance-là dès le départ, ce qui n'a pas été mon expérience, qu'elles auront la chance et l'occasion d'avoir un bond, hem, c'est plus, heu, indoutable avec leur culture, leur identité métisse de celui de ma génération. Pour moi, c'est important parce que, tu sais, en sachant que je suis métisse, ça me donne un genre de boussole, quand j'essaie de m'orienter dans le monde. Quelles sont mes valeurs? Tu sais, comment est-ce que je me sens par rapport à cette issue-ci? Et puis, tu sais, on comprend bien qu'on vit dans un monde très compliqué en ce moment. Et puis, je pense que quand on sait qui on est, on sait d'où on vient et pourquoi on est comme on est, ça nous aide à nous orienter dans un monde de plus en plus complexe. Merci à Janelle, Jeannette et à la docteure Sabine Choquet d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de transmission culturelle dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la Liberté. Cet épisode sur la transmission culturelle a été écrit par Ophélie Doireau. Mehdi Béredad et Vincent Blais étaient à l'enregistrement, Vincent Blais est à la conception sonore et au montage, Tanguy Marten et Abdelhamid Souissi à la conception visuelle et Sophie Golin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.